C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette scène African Podcast TV dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine sur tous les domaines politiques, économiques, culturels, historiques et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter M. Amadou Diawara. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à vous pour l'honneur. Merci. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Amadou Diawara? Et parlez-nous de votre organisation, s'il vous plaît. Moi, je suis le président du groupe FAMIB et aussi président de l'Université virtuelle du Mali. Et nous venons de fonder aussi le réseau social Kingi Social, qui est un réseau qui permet aujourd'hui qui s'ouvre au monde pour montrer tout ce que l'Afrique fait et tout ce que partout on peut faire dans le monde. Voilà. Bien. Donc, on va parler de l'enseignement virtuel. Vous savez, quelque chose qui est très important pour les Africains, surtout d'une part la jeunesse et d'autre part surtout le système, surtout dans le domaine de l'éducation en Afrique. Donc, en général, comment voyez-vous l'enseignement virtuel en Afrique et pensez-vous qu'il y a eu des progrès dans ce domaine? L'enseignement virtuel en Afrique, c'est sans doute le meilleur moyen aujourd'hui si on veut pouvoir éduquer les gens et puis de manière beaucoup plus pragmatique. Moi, je veux parler du cas du Mali. Avant Covid-19, on avait 1200 écoles fermées au Mali. Et toutes les universités étaient à Bamako. Et le Mali, c'est un pays immense, c'est-à-dire que 1 242 000 km². Et on avait des universités qui étaient à Bamako. Et après, il y a l'université qui est à Ségou. Après ça, il n'y avait plus rien. Donc, c'est-à-dire que nous avons compris qu'il fallait lancer l'enseignement en ligne. On a lancé l'université virtuelle à caractère social, un projet qui aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale du groupe FAMIB, dont j'ai la chance d'être le fondateur et le président, afin de faciliter l'accès universel à l'enseignement supérieur de qualité pour la jeunesse africaine. Pas que malienne, mais africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'université virtuelle, nous avons les étudiants de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, un peu partout, qui sont inscrits. Et on a lancé ça le mois de novembre 2019. Et aujourd'hui, on a 20 000 étudiants. Donc, c'est pour vraiment rendre l'enseignement supérieur accessible à toutes les classes sociales en Afrique. Et le principal objectif de l'université virtuelle est très simple. C'est que chaque Africain aujourd'hui, de partout où il est, il doit pouvoir, que ce soit de la diaspora, même si on a des inscriptions, même en France, et je crois qu'on a des gens qui sont aux États-Unis qui sont inscrits sur l'université virtuelle, qui aujourd'hui, pour faire de DUT, c'est-à-dire que Bac plus 2, c'est $150, des Bac plus 3, $150, et on a des masters à $300. Donc, c'est pour dire que c'est accessible à tout le monde. Et l'enseignement en ligne aujourd'hui est en train de devenir un phénomène où on n'a pas le choix parce qu'on a vu Covid-19, même que ce soit aux États-Unis, en France, partout dans toutes les civilisations, tout le monde est passé à ça. Et nous pensons que l'Afrique aujourd'hui, comme elle a su faire avec les téléphones analogues, qu'elle est passée avec les téléphones mobiles, et à tout de suite, aujourd'hui, sur le continent qui utilise le plus la pénétration de téléphonie mobile a été plus facile en Afrique qu'en Occident. Et nous pensons que l'enseignement en ligne également sera la même chose. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on veut permettre à tous ces étudiants africains de suivre et de se former des programmes aussi connectés, pouvant leur permettre aussi de valider des certifications agréées des différents programmes qui pourront les ouvrir aussi des grandes écoles, soit en France, soit un petit peu au Maghreb, mais aussi aux États-Unis. Donc voilà, c'est ça un peu l'objectif, si je peux déjà, ce que je peux dire pour l'instant. Bien, donc on va parler du Mali, concernant le cas du Mali. Vous savez, le Mali, surtout concernant le système éducatif malien, le Mali a des problèmes. Vous savez, si vous habitez au nord du Mali, c'est vraiment différent par rapport à quelqu'un qui habite au sud du Mali concernant cette éducation système. Mais qu'est-ce que vous en pensez à cela? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour changer ce système? Alors, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'aujourd'hui, on a compris que le Mali, il y a beaucoup de personnes en zone de conflit, beaucoup de personnes déplacées, mais beaucoup de personnes qui sont également en situation de handicap, mais aussi beaucoup de femmes au foyer qui n'ont pas accès à l'enseignement. Alors, nous, l'objectif, c'est pour l'Université virtuelle du Mali, c'est permettre à des milliers de jeunes Maliens, mais africains, comme je le dis, parce que le problème, c'est toute la zone du Sahel qui reconnaît le même problème, notamment le Niger jusqu'au Tchad, le Burkina. C'est vraiment d'avoir une formation de qualité pouvant leur ouvrir les meilleures portes de l'insertion professionnelle. Et d'ailleurs, mercredi, nous allons lancer un vaste programme de formation à travers aussi des outils immersibles avec la réalité 3D
pour pouvoir utiliser des simulateurs parce que nous allons travailler sur des cas pratiques. On va les permettre également de travailler sur ça. C'est un investissement qu'on a fait. Et nous avons investi en une année plus de presque 3 milliards de CFA pour pouvoir donner la possibilité à tous ces étudiants de pouvoir étudier et en mettant, bien sûr, à travers mon groupe famille, tous les outils digitaux nécessaires pour faciliter cela. L'objectif qu'on a vraiment, on veut impacter sur la problématique de l'immigration aussi, de la main-d'œuvre qualifiée, mais ainsi que les entrepreneurs, l'entrepreneuriat jeune. C'est pourquoi nous avons offert 10 000 bourses en entrepreneuriat innovant pour toute l'Afrique. Et là, on est en train de travailler également sur un vaste programme pour offrir encore 20 000 bourses en entrepreneuriat, mais aussi sur les nouveaux métiers, notamment tout ce qui est IoT, Internet des objets connectés, tout ce qui va être des big data, tout ce qui va être l'intelligence économique. Donc, nous sommes en train de travailler pour cela et on offre des formations de qualité avec des diplômes reconnus à l'échelle nationale et internationale. C'est-à-dire que la possibilité pour nos étudiants qui sont déjà inscrits à l'université physique, dans une université soit à Conakry ou à Niamey ou à Bamako ou Burkina Faso, ou de pouvoir s'inscrire chez nous aussi pour avoir d'autres diplômes et cela va leur faciliter un petit peu la vie. Mais on va leur permettre aussi de se former à l'initiation à l'entrepreneuriat dès la première année dans leur cursus parce qu'on a mis un incubateur aussi qui est là, qui permet aussi de les accompagner. Et c'est pourquoi on a développé une plateforme qui s'appelle le Cluster Digital Africa, qui est une plateforme d'intelligence collective pour permettre à toute la diaspora africaine de pouvoir collaborer, de pouvoir échanger avec nos étudiants. Dans un premier temps, on avait lancé ce programme, on pensait que ça n'allait pas prendre trop de succès. On avait créé un groupe WhatsApp. Tout de suite, on était arrivé aux 256 personnes de WhatsApp, donc le groupe WhatsApp ne pouvait plus supporter. On a fait une migration sur Telegram. Et là aussi, Telegram étant limité à 20 000 personnes, rien que les étudiants de l'université, c'était les 20 000. Mais on avait un autre souci, c'est-à-dire qu'on avait la directrice générale de la Banque mondiale pour le Sahel, on avait les FMI, on avait les ambassadeurs, les ministres. On ne pouvait pas se permettre de garder leur numéro de téléphone de nos étudiants. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout de suite, nous, on s'est dit, bah, tiens, on va créer un réseau social pour notre université qui va permettre à nos étudiants d'échanger entre eux depuis tous les pays sans pour autant avoir leur numéro de téléphone, leur mail. Et à travers le projet, l'initiative du cluster, ces réseaux sociaux est né Kingi Social aujourd'hui pour l'université qui permet aujourd'hui de parler dans toutes les langues africaines. Nous avons le Swahili, nous avons le Kiwandais, nous avons le Soudanais, nous avons l'arabe, nous avons le Bamanankan, le Manding, le Nko, le Wolof. En fait, on a toutes les langues africaines et ces réseaux sociaux leur permettent d'avoir une plateforme de visioconférence gratuitement pour pouvoir travailler, échanger, étudier. Ça leur permet depuis le réseau social de faire des formations diplômantes en université, mais aussi de faire des certifications, d'avoir des plateformes de ticketing, d'avoir une marketplace, d'avoir un incubateur online, d'avoir aussi une plateforme de crowdfunding. C'est-à-dire que dès que l'étudiant, parce que l'objectif qu'on a, il faut qu'on travaille sur la problématique de l'employabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas de former seulement les étudiants, mais il faudra qu'ils aient du travail pour éviter qu'ils aillent à l'aventure, à l'immigration. Nous savons qu'on a eu, heureusement, le gouvernement américain, ça vient de changer parce qu'on avait eu un président Donald Trump qui était très sceptique à l'immigration. Nous avons l'Europe. Ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent que nos cerveaux. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser tous ces cerveaux qui sont à l'étranger, qui viennent former les jeunes Africains, mais qu'ils arrivent à trouver du boulot en Afrique pour qu'on travaille sur ces problématiques de l'immigration et d'exode rural. Et là, il va falloir les former à être des entrepreneurs, des businessmen. Et on a mis cette plateforme de levée des fonds de financement participatif de crowdfunding pour leur permettre d'étudier, faire des diplômes, d'être incubés et aussi de lever des fonds et de pouvoir travailler. C'est ça aujourd'hui l'objectif qu'on s'est donné. À l'horizon 2022, on va arriver à un minimum chaque année de former 50 000 jeunes Africains qui vont pouvoir lever des fonds. Nous sommes en train de signer des partenariats avec la Banque mondiale, les FMI, mais aussi avec des champions africains comme Aliko Dangote ou la Fondation Tony Milou pour voir comment eux peuvent travailler et financer des startups africaines pour que l'économie soit dynamique, mais le secteur privé africain soit dynamique entre nous, qu'un petit garçon qui est aujourd'hui qui va être dans un petit village en Guinée-Conakry, arrive à commercer avec un petit jeune qui est au Kenya et qui lui aussi arrive à travailler avec le Rwanda, le Mali, etc. pour dynamiser l'Afrique et un écosystème entrepreneurial innovant parce qu'il y a un phénomène que nous devons savoir. L'Afrique souffre de géopolitique. Mais le numérique, c'est la seule ressource qui nous appartient tous. Je ne pense pas qu'ils vont venir couper la tête de tous les Africains, sinon ils n'auront plus rien. Mais ce qu'on a dans nos têtes, il ne peut pas nous faire là et nous devons l'utiliser pour se positionner sur la carte mondiale. Avec la pandémie à COVID-19, nous avons vu que la limite de toutes ces civilisations est là. L'Afrique tient plus le COVID-19. L'OMS avait dit qu'on allait tous mourir en Afrique, mais c'est aux États-Unis, c'est pourtant le pays le plus puissant où il y a plus de morts. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de morts. Il y a eu plus de morts que la guerre du Vietnam aux États-Unis.
Et la France et l'Italie, ces grands pays, ces anciens pays sont en train de souffrir. Donc, c'est de dire que l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Nous avons une place à prendre importante et nous devons la prendre par l'éducation, mais par l'innovation. Et nous avons l'habitude de rater toutes les révolutions au monde, mais nous ne pouvons pas nous permettre de rater cette révolution technologique. C'est pourquoi l'enseignement en ligne va permettre aujourd'hui au jeune Africain qui est dans le village, qui est berger, d'aller avec son papa, et il va amener les troupeaux dans la brousse, mais dès lors qu'il a un petit moment, il va pouvoir se connecter avec son device et d'apprendre. Et aussi, il va être formé à être un entrepreneur. C'est-à-dire que moi, je suis, par exemple, l'exemple, moi, je suis à moitié soninké et à moitié Peul. Mais mes cousins Peul, les recherches, c'est limite, par exemple, au bétail. Mais derrière, comment ils peuvent commercialiser, comment ils peuvent créer ça sous forme d'entreprise, comment ça peut leur apporter pour qu'il y ait plus de valeur et qu'ils restent dans leur milieu rural et faire de l'argent. On a vu qu'un des hommes les plus riches de l'Afrique aujourd'hui, c'est un Camerounais qui est d'origine Peul, qui aujourd'hui, il a beaucoup utilisé la bétail. Donc, nous devons comprendre qu'en fait, on doit créer la recherche chez nous en fonction de nos réalités environnementales, socioculturelles et politiques et même économiques. Et pour cela, nous voulons former des nouveaux entrepreneurs africains, mais nous allons aussi prendre en compte les nouveaux métiers, les métiers de demain. Et pour faire savoir que l'Afrique a une place importante à prendre aujourd'hui de par sa jeunesse, mais aussi de par aujourd'hui sa recherche minière de ressources naturelles que nous disposons. Voilà un petit peu la vocation de l'université virtuelle qu'on a lancée, nous, au Mali. C'est un projet qui est financé 100% par nous-mêmes, par notre groupe famille. Et on n'a pas voulu associer l'État parce que quand on met l'État, souvent, ça devient politique, ça devient des problèmes ethniques, ça devient des problèmes etc. Nous avons voulu ouvrir ça à tous les Africains. Évidemment, les Maliens en bénéficient le premier, mais aujourd'hui, nous avons des étudiants de partout de la diaspora. Et c'est ça un peu notre objectif. Bien, on va parler de l'employabilité, quelque chose qui est très important, comme vous l'avez si bien mentionné. Est-ce que le diplôme qui est acquis à un enseignement à distance a la même valeur que le diplôme qui est acquis en classe? Mais évidemment, aujourd'hui, nous avons des diplômes en DUT, en licence, en licence professionnelle, mais aussi des masters. Et ces diplômes-là, aujourd'hui, ont plus de valeur que d'ailleurs l'enseignement classique, parce qu'il n'y a même plus d'école. Donc, ça veut dire que tout se fait en ligne. Et nos diplômes sont reconnus. Et d'ailleurs, il y a moins d'échecs chez nous parce que nos étudiants ont tout le temps de revenir sur les cours, parce que les cours sont faits soit par visioconférence, les cours sont faits soit c'est des vidéos qui accompagnent les supports. L'étudiant a tout le temps de revenir dessus. Et ça montre aujourd'hui que, bien sûr que ça a la même valeur. Et sinon même, on leur donne la possibilité, à chaque étape, en fait, ils font de la certification également, donc pour valider les cursus. Donc, ce qui fait que nos étudiants, aujourd'hui, ont plus de possibilités que ceux qui vont dans les classes, dans les universités physiques, tout simplement. Aujourd'hui, si vous voulez, nous avons pas mal de formations. On en a des centaines et des centaines en certification, mais sur nos DIT, aujourd'hui, nous en avons pas mal aujourd'hui qui permettent de travailler et d'avoir du boulot. D'ailleurs, nous avons signé avec des grosses sociétés en Afrique, notamment par exemple au Mali avec Orange et tout, pour que chaque année, et quelques banques, nos meilleurs soient tout de suite recrutés chez eux. Voilà. Bien. Donc, pensez-vous que l'enseignement numérique à distance peut également participer au développement de l'Afrique? Et comment? Mais absolument. Aujourd'hui, le souci qu'on a, en Afrique, il nous manque d'infrastructures. On n'a pas de campus, on n'a pas d'université, on n'a rien. Et aujourd'hui, un pays comme le Mali, quand vous avez la région de Gao qui est à 1300 km de Bamako et qu'il n'y a pas d'université, comment vous voulez que ces enfants-là aillent à l'école? C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre une fille, si elle a le bac, ses parents ne connaissent personne à Bamako, où est-ce qu'ils vont envoyer leur fille étudier? Ces personnes, ils ont peur de tout ça. Ils vont tout de suite la marier pour qu'elle reste. Mais s'il y a une université en ligne, elle peut étudier l'université là-bas, elle est dans une région, elle peut créer finalement son entreprise, ou quand il y a une société qui est créée là-bas, ils peuvent la recruter directement. C'est ça l'avantage aujourd'hui de l'enseignement en ligne. C'est une alternative. C'est vrai que ça ne va pas remplacer totalement l'université physique, mais c'est une alternative qui est là, qui aujourd'hui est en train de prendre une place importante. Je vais prendre le cas du Sénégal. L'université virtuelle du Sénégal aujourd'hui, c'est la deuxième université du Sénégal. Pourtant, c'est un pays où il y a beaucoup d'universités. Donc, c'est pour dire à quel point l'enseignement en ligne aujourd'hui permet aujourd'hui à tous ces professionnels aussi qui travaillent, qui veulent faire des formations pour que nos gouvernements, déjà, ils sont pourris par la corruption. Si vous leur dites encore d'envoyer les fonctionnaires en France, aux États-Unis étudier, là encore, c'est des coûts supplémentaires. Ils vont pouvoir rester, travailler et étudier en ligne. C'est ça l'avantage de l'université virtuelle aujourd'hui. Bien, donc on va parler aussi du Mali. Par exemple, nous allons parler des étudiants qui n'ont pas les moyens pour accéder à l'université virtuelle du Mali comme votre université. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour aider ces étudiants qui n'ont pas de moyens pour accéder à votre université? Ben, ce qu'on a fait, nous, l'université virtuelle, elle a 5 000 francs CFA pour tout le monde et toute l'année, c'est gratuit. Donc, vous savez, il faut juste aller vendre quelques fruits. On peut payer 5 000 francs toute une année pour étudier.
Mais on a regardé, même ces 5 000 francs, c'est difficile pour certains. Et tous les ans, on donne 10 000 bourses gratuitement pour que les gens puissent s'inscrire et étudier gratuitement. Donc, ça veut dire que 10 000 bourses gratuitement, ça veut dire que c'est déjà pas mal, et tous les ans. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des partenaires qu'on est en train de travailler, à discuter avec eux, voir comment ils peuvent payer tout simplement les frais d'inscription pour tout le monde. C'est-à-dire pour ne pas faire de différence entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens, parce que les moyens, c'est relatif. Aujourd'hui, moi, je paye, l'autre, il peut dire qu'il est un enfant de riche aujourd'hui, mais dans 5-6 ans, et c'est l'enfant de pauvre le plus riche. Donc, nous, on veut montrer tout le monde au même niveau de qualité, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'innovation, ça peut venir de tout le monde, et on veut que l'université virtuelle soit gratuite pour tous les Africains, pas que pour les Maliens, tous les Africains. Et pour cela, on a besoin d'accompagnement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est financé sur mes fonds propres. Évidemment, moi, c'est moi qui sponsorise l'université virtuelle, mais le jour où on aura des partenaires, ils vont pouvoir l'aider. Nous avons aussi ce projet de crowdfunding qu'on va lancer, voir comment la diaspora africaine va aussi venir nous soutenir pour pouvoir former plus de jeunes. C'est ce qu'on va faire. On va lancer des bourses, dire que la diaspora contribue, chacun donne $1, 2 euros, 3 euros, voilà, et un livre pour qu'on regarde comment vous pouvez participer aussi à éduquer les enfants en Afrique. C'est ça aujourd'hui, parce que moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être franco-malien, d'être installé au Mali. Mais à l'époque, je me souviens, l'image du Mali qu'on montre, c'est toujours des enfants avec de gros ventres, avec le nez qui coule, pour tout montrer toute la misère du monde, de l'Afrique. Or, c'est pas ça aujourd'hui. En Afrique, il y a une démographie qui est là, il y a une évolution, il y a une nouvelle classe émergente qui est là. Et l'avenir, c'est l'Afrique aujourd'hui. De toute façon, l'Occident n'a que le choix de composer avec l'Afrique. Parce qu'ils vont venir chercher, c'est l'Eldorado, en fait, chez nous. Bien. Donc, selon vous, comment rendre l'enseignement virtuel accessible en Afrique, en particulier le Mali? Mais aujourd'hui, nous avons compris pour ça, il faut faciliter Internet. Et ce qu'on a fait, on a signé avec Orange, l'opérateur télécom malien, pour dire que l'Internet devient très, très cher en Afrique. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire à ces enfants-là de payer plus cher l'Internet que la scolarité ou même la nourriture. Donc, on les a demandé aujourd'hui de faciliter cela. Ils ont accepté de faciliter. Nos étudiants arrivent à accéder à notre plateforme sans payer des data. Il faut qu'ils aient un minimum juste de sous sur leur compte. Ils peuvent accéder à nos plateformes éducatives sans payer de data. Et ça, il faut quand même qu'on remercie Orange pour cela. Bien, on va parler des data d'une part, mais d'autre part aussi, on va parler de la technologie. Vous savez, la technologie, c'est quelque chose qui est très important dans le monde, mais surtout d'une part, on peut dire en ce moment en Afrique. Donc, quel est le rôle de la technologie dans le système éducatif en Afrique et comment améliorer le coût de la connexion Internet? Aujourd'hui, il faut reconnaître que le rôle de la technologie, elle fait des miracles. Ça nous permet, moi, aujourd'hui, de faire cette interview. Vous êtes aux États-Unis, moi, je suis au Mali. Mais le rôle de la technologie, c'est ce que nous avons fait avec Kingi Social. C'est-à-dire qu'on a pris une plateforme qu'on a créée. Au lieu que tous les Africains aillent enrichir les Américains qui sont déjà riches avec Facebook, avec Elon Musk qui parle à tous les Africains d'aller sur Signal. Et ils sont tous en train de courir d'aller sur Signal parce qu'Elon Musk l'a dit. Mais pourquoi on va s'enrichir sur Twitter et LinkedIn? Pourquoi on ne va pas aller sur Kingi Social où on peut avoir une plateforme de visioconférence qui va permettre de faire des conférences avec les enseignants gratuitement? Pourquoi on ne va pas créer des masterclass sur le Kingi Event qui va leur permettre aujourd'hui de travailler, de se former, de discuter sur les thématiques? Pourquoi ne pas aller sur notre marketplace de Kingi Social pour pouvoir commercer et vendre les produits qu'ils ont développés et promouvoir leur start-up? Nous avons utilisé le numérique pour mettre tous les outils nécessaires dont un jeune peut avoir besoin, dont une start-up peut avoir besoin et dont une entreprise peut avoir besoin. Aujourd'hui, je rappelle que mon groupe famille, c'est le numérique qui nous a permis, nous, de pouvoir financer l'université virtuelle. C'est le groupe famille éditeur de la suite des solutions Kingi. On est éditeur de plus de 256 logiciels aujourd'hui que nous vendons un petit peu et nous intégrons énormément de plateformes aussi qui existent aussi en open source pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, pourquoi aller acheter, dépenser de l'argent? Utilisons ce qui existe. On ne va pas inventer la roue, mais on va l'utiliser et l'adapter à nos réalités socio-culturelles et environnementales, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà. Bien, on va parler, vous savez, à l'université virtuelle africaine, à l'université virtuelle du Sénégal, l'université virtuelle du Tunis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en aimant l'université virtuelle en Afrique et comment former les formateurs pour relever les défis par rapport à l'enseignement virtuel en Afrique? Vous savez, on a des problèmes. J'ai regardé votre petite vidéo là, vous avez dit quelque chose qui est très important par rapport aux enseignants. Donc, il faut mettre quelque chose en place pour former les formateurs. Qu'est-ce que vous en pensez à cela, M. Diawara? Alors, nous, vous savez, je fais partie d'un consortium qui s'appelle le CODEV, qui est le consortium des universités virtuelles africaines, notamment où l'Université virtuelle du Sénégal, l'Université virtuelle de Tunis, ils sont membres. Et d'ailleurs, c'est présidé par l'Université virtuelle de Tunis parce qu'ils sont les pionniers, ils sont les premiers à lancer l'université virtuelle.
Et nous formons les formateurs. On fait la formation des formateurs et on le fait à notre échelle. Maintenant, il faudra reconnaître que l'Université virtuelle du Sénégal, c'est un financement de la BAD à hauteur de à des milliards, à des centaines de milliards de francs CFA. Et l'Université virtuelle de Tunis, c'est un projet gouvernemental de la Tunisie. Et l'Université virtuelle du Mali, c'est financé par moi et mon groupe. Mais au-delà de ça, nous nous sommes donnés comme mission de former les formateurs. Parce qu'en fait, en Afrique, en tout cas dans le cas du Mali, le Sénégal, ça va encore, la Tunisie, ça va, mais dans les pays comme le Mali ou d'autres pays comme la Guinée ou autres, le Niger, nous savons que nous avons des déficits énormes, tant sur la qualité des enseignants, mais aussi sur la quantité des enseignants. Et ça, c'est dû au fait aussi que les politiques ont, par leur système de politique où ils ont toujours soudoyé les enseignants, ils n'ont jamais eu le temps nécessaire de former les enseignants, ils n'ont jamais eu le temps nécessaire de mettre des écoles qui permettent de former les formateurs. Et aujourd'hui, l'enseignement en ligne aujourd'hui démontre tout son importance dans ce système-là. Aujourd'hui, nous avons mis pas mal de plateformes de formation des enseignants et à l'Université virtuelle du Mali, nous avons un pôle formateur de formateurs. Donc, ce qui est intéressant chez nous, nous avons mis une cellule d'assurance qualité qui va regarder l'ensemble des contenus et des cours qui sont donnés par nos enseignants. De dire que voilà, et un enseignant aussi doit faire des examens. Nous avons mis une plateforme de suivi des enseignants, de la qualité de nos enseignants, de nos formateurs. Ils sont évalués par d'autres enseignants, mais ils sont également évalués par les parents d'élèves également. Ça, c'est important chez nous et on le fait vraiment. Voilà. Bien, on va parler des gouvernements africains ou bien on va parler de l'Union africaine et aussi, selon vous, comment améliorer l'enseignement virtuel en Afrique et quel est le rôle des gouvernements africains ou bien l'Union africaine? Le rôle de l'Union africaine aujourd'hui, il faut que souvent on a un souci. C'est-à-dire que l'Union africaine aujourd'hui, elle ne prend que des subventions de nos partenaires ou des subventions de nos différents pays, mais elle n'invente rien, elle n'apporte rien au continent, en fait, si ce n'est que faire des sommets, etc. Et le rôle de nos gouvernements, ils ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que nos gouvernements sont tellement pourris par l'histoire de se maintenir au pouvoir que tout ce qu'ils font est politique. En fait, c'est le mensonge qu'ils donnent à la population. Mais ils oublient que l'instabilité qu'on connaît, par exemple, le Sahel, est due au fait que les jeunes n'ont pas d'éducation, mais au fait que les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire que l'essentiel aujourd'hui n'est pas de distribuer de l'argent, n'est pas de distribuer des t-shirts aux jeunes, mais c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas des djihadistes, mais c'est de faire en sorte que les jeunes partent à l'école, ils étudient, ils créent de l'emploi. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle de nos gouvernements serait de mettre une éducation de qualité, de formation de qualité, mais aussi de savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas nommer des ministres tous les 3 mois, ils vont perdre, tous les mercredis, quand il y a le conseil des ministres, les ministres vont perdre d'être relevés. Il faudra laisser le temps aux gens de travailler. C'est-à-dire quand on nomme un ministre, il faut lui donner 5 ans. Au bout de 5 ans, s'il n'a pas de résultat, on le vire. Mais ce n'est pas toutes les semaines où le ministre va perdre d'être viré. Il ne va pas travailler. Lui, il va travailler juste pour faire de la visibilité, pour se maintenir au pouvoir. Et ça ne va pas être bénéfique au système éducatif. Donc, on a beaucoup de choses à changer en Afrique, mais je crois que des pays comme le Rwanda ont compris, ils sont en train de travailler dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire, on est dispersé. On n'est pas soudés en Afrique, on n'est pas soudés dans nos pays. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a vu les États-Unis, peut-être ce qu'on peut leur reprocher, ils ont un des meilleurs systèmes éducatifs, même s'il reste très coûteux. On a vu la France, c'est un système, c'est un des meilleurs pays au monde, parce que l'enseignement reste accessible à tout le monde, mais ils ne font que s'améliorer, ils ne font que innover et apporter des solutions tous les jours. Et nous, en Afrique, je pense que si on regarde le niveau de l'éducation, nos papas, nos frères ont été mieux formés que nous, notre génération. Donc, et qu'est-ce que nous allons apprendre à nos enfants si on ne change pas cela? Et ça va être ça qui va être le danger aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc, quels sont les avantages virtuels de l'enseignement en Afrique et comment voyez-vous la formation en distance? L'avantage va permettre aujourd'hui aux jeunes de rester dans leur zone, en fait, en milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie que tout ne se passe pas à Bamako, par exemple. Il ne faut pas que ce soit l'histoire de capitale. Il faut que les régions se développent. Pour que les régions se développent, le développement de nos régions, ça doit travailler sur nos politiques sectorielles. Cela doit permettre aujourd'hui à nos communes, à nos villages, à nos régions de se développer, de pouvoir former leurs enfants à travailler. Vous êtes aujourd'hui aux États-Unis. Si vous êtes dans la ville de New York, vous n'avez pas besoin d'être à San Francisco pour pouvoir étudier, pour pouvoir créer votre business. Partout où vous êtes aujourd'hui, vous allez pouvoir étudier, travailler et faire votre vie. Et c'est cela qu'on doit faire en Afrique aujourd'hui. Si on veut que le continent se développe, nous devons faire en sorte que partout les gens y sont, qu'ils arrivent à étudier là-bas, qu'ils arrivent à participer au développement de leur zone. C'est ça aujourd'hui. Donc moi, je pense que l'avantage du numérique, c'est l'exode rural, c'est l'immigration, mais c'est les fuites des cerveaux aujourd'hui. Nous, on aimerait bien vous voir tout ce beau monde de la diaspora venir contribuer au développement de l'Afrique parce que vous avez vécu, vous avez vu ce qui se passe ailleurs, vous avez vu qu'il faut travailler certaines valeurs. Il faudra venir aussi inculquer ça aux jeunes qui sont là, qui pensent qu'ils doivent tous travailler, étudier et être des fonctionnaires.
Et je prends l'exemple d'un pays comme le Mali. Nous avons 20 millions d'habitants, dont 5 millions de fonctionnaires. Mais qu'est-ce qu'on va en faire des 15 millions restants? Cette majorité qui aujourd'hui ne sont pas fonctionnaires. Donc, il va falloir créer des entreprises, il va falloir créer des industries, il va falloir que l'économie du secteur privé soit dynamique entre elles. Et voilà, je vais prendre l'exemple d'un petit pays comme Djibouti, 23 000 km², 1 million d'habitants, où la majeure partie de la population est fonctionnaire. Mais alors, comment ils vont créer de l'économie s'il n'y a pas de secteur privé? C'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on discute un peu. Donc, on va prendre des pays comme la Guinée, qui sont un des pays les plus riches au monde, mais qui est pourtant un des pays les plus pauvres au monde. Ça, c'est dit à quoi? C'est dit parce que, en fait, on ne met pas, on n'a pas de vision claire pour nos pays et on ne sait pas comment faire pour que nos enfants puissent, ou nos petits frères arrivent à apporter les genoux en fait, qu'on a. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour qu'on arrive à vendre aussi l'intelligence du Sud vers les pays du Nord. Et ça, il faut le faire. Et ça, c'est une mission que tout Africain se doit de se donner, de participer. Nous sommes beaucoup à critiquer ce que les enfants, mais en réalité, on ne fait rien. Beaucoup de gens ont leur vie, ils ne sont là qu'à critiquer sur les réseaux, mais derrière, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent? Voilà. Donc, au lieu de critiquer, apporte une solution. Et chacun essaie d'apporter en fonction des moyens, en fonction de ses compétences, en fonction de ses facultés intellectuelles. Et donc, c'est comme ça qu'on peut devenir plus fort en Afrique. Si on est soudé, on est meilleur. Si on n'est pas soudé, c'est compliqué. Bien, on va parler aussi, vous savez très bien que l'Afrique est en retard par rapport à l'enseignement virtuel. Vous savez, comme vous l'avez si bien mentionné, par exemple, les États-Unis, la France, ils sont en avance par rapport à l'Afrique. Donc, selon vous, quelles sont les mesures à mettre en place pour quand même se rattraper des autres pays, par exemple la France ou bien l'Allemagne, ainsi de suite? Quelles sont les mesures à mettre en place? Techniquement, on n'est pas en retard. On utilise les mêmes outils, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, au Mali, tout le monde au Sénégal, on utilise les mêmes outils. Là où on est en retard, c'est la qualité de l'enseignement qui nous pose problème. Ça aussi, c'est un autre fait aussi qu'il faut discuter. C'est pourquoi il faut qu'on essaie de réfléchir. Et on étudie dans la langue étrangère. Alors, c'est difficile. Il faudra qu'on commence à voir cela. Parce que si on étudiait aujourd'hui en Peul ou en Sonico ou en Bambara, un étudiant, il a une meilleure compréhension que s'il doit étudier dans la langue d'un français ou d'un anglais. Ça, c'est un problème qu'il va falloir discuter de façon continentale, voir comment on peut travailler et réfléchir sur ça, apporter des solutions. Maintenant, déficit de qualité d'enseignants et de quantité, évidemment, on a un souci pour ça. Mais tout ce qui est la technologie aujourd'hui, elle est universelle. Dès lors qu'elle existe dans un pays, elle existera dans l'autre pays. Donc ça, ce n'est pas un souci. Mais la question essentielle, c'est l'infrastructure. Il nous manque la fibre optique dans la plupart de nos pays. La connexion Internet, elle est très médiocre en Afrique. Là, il va falloir travailler. Mais dans l'ensemble, on n'est pas en retard. Là où on est en retard, c'est comment sensibiliser les parents à accepter que leurs enfants fassent des universités 100% virtuelles. Et ça, c'est une question de sensibilisation, de mentalité. Mais comment aussi sensibiliser nos gouvernements de comprendre que eux, quand ils ont été dans les bancs, dans les classes, c'était leur époque. Il n'y avait pas ce système-là. Mais aujourd'hui, c'est d'accepter le changement. Généralement, l'être humain n'aime pas le changement. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à le refuser. Et nous sommes donnés comme mission de travailler, de divulguer, de galvaniser, mais aussi de travailler sur l'inclusion numérique et aussi de l'Afrique. Et ça, c'est notre mission et c'est le rôle de tous les Africains et surtout de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora, aujourd'hui, moi, je pense qu'elle contribue plus au développement de nos pays que l'aide publique au développement des partenaires. Mais seulement, ils savent communiquer, ils font du boucan, ils font du vent. Et la Banque mondiale va annoncer tant de milliards de dollars ou des millions de dollars. Mais en réalité, il faut le payer, c'est des dettes. Et si ce n'est pas nous qui le payons, c'est nos enfants qui vont le payer. Donc voilà un petit peu. Or, la diaspora envoie de l'argent, mais cet argent-là, il est utilisé comment? Il est utilisé pour les ménages, en fait. Ça vient en support aux familles. Mais il faut que cet argent soit là, vienne pour utiliser un support au développement du pays. C'est là où ça va être bénéfique. Bien, on va parler aussi de votre organisation. Vous savez très bien, je pense que très bien que vous avez des défis dans votre organisation à relever. Par exemple, on peut parler d'une part de l'électricité, de la connexion. Donc, parlez-nous un peu de votre défi dans votre organisation et comment pensez-vous à relever ces défis? Ben, aujourd'hui, je pense que comme dans tous les pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de problèmes de délestage et de connexion Internet. Cela est dit, certains pays comme le Mali où il n'y a pas la mer, donc c'est la nature qui ne sourit pas, mais ce phénomène existe au Sénégal et en Guinée, pourtant ils ont la mer. Mais cela est dit aussi à des problèmes de leadership en fait de nos gouvernements pour travailler. Et nous avons tout ce qui est gratuit en Afrique aujourd'hui, c'est le soleil. Ça tape dur. Vous avez vu, vous êtes très beau, vous êtes très, tout, voilà. Mais et moi, je suis tout foncé là ici avec le soleil qui me tape. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, nous devons utiliser ce soleil-là pour voir comment on peut utiliser les énergies renouvelables aussi, pour donner la possibilité aux gens d'utiliser. En milieu rural, comment on peut travailler sur l'électrification? On a de la diaspora, comme Akon, le rappeur
voilà, Econ qui a ramené les solutions solaires, mais nous avons pas mal d'organisations africaines qui travaillent aussi pour amener la solution des énergies vertes, pour donner la solution à cela. Maintenant, le taux de problème de connexion Internet ou autre, ça c'est dit à l'ordre, c'est aussi du travail du gouvernement, le travail. Moi, je suis aujourd'hui le vice-président du Forum malien sur la gouvernance de l'Internet. Nous ne cessons de le crier, nous ne cessons d'écrire aux autorités, de dire que voilà votre rôle, qu'est-ce que vous devez faire. On les rappelle à chaque fois qu'on le peut. Voilà. Bien. Maintenant, ça, c'est donc, on est presque... Bien, on est presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous voudrez rajouter si, par exemple, je ne vous ai pas posé des questions que vous voulez que je vous pose? Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y, s'il vous plaît. Ben, ce que je vais rajouter, c'est de dire que j'appelle toute la diaspora à venir nous rejoindre sur le projet Kingi Social, parce que de par ce projet, il y a énormément de possibilités pour la jeunesse africaine, de l'emploi, mais c'est aussi un lien d'information, c'est un lien de partage, c'est un lien de connaissance, mais c'est aussi une contribution pour pouvoir travailler sur des projets de financement participatif, mais c'est aussi le lien aussi d'enseignement et d'éducation. C'est pourquoi nous avons voulu mettre toutes les langues africaines sur ces réseaux sociaux pour dire que voilà, et c'est bien qu'on a réussi les réseaux américains et chinois, mais ce serait bien qu'on vienne aussi utiliser un réseau social africain. Nous ambitionnons aujourd'hui d'étudier aujourd'hui Facebook à travers ces réseaux. Aujourd'hui, il n'est pas au top parce qu'on n'a pas les mêmes moyens techniques que Facebook, on n'a pas les mêmes infrastructures, mais il va l'être et nous voulons que ces réseaux soient un réseau africain. Et d'ailleurs, la particularité et clarité de notre réseau, c'est le fait que c'est co-construit par ses utilisateurs. Et c'est pourquoi l'université virtuelle aujourd'hui a lancé ces projets-là pour permettre aux gens de pouvoir étudier parce qu'on a vu que les gens prennent trop de temps sur les réseaux sociaux. Mais s'ils peuvent être sur un réseau social et étudier à la fois, elle est belle l'histoire. En tout cas, pour clôturer, je suis très content de l'opportunité que vous nous donnez et je vous remercie. En tout cas, que Dieu vous préserve et que venez nous rejoindre pour aussi que l'Afrique soit l'Eldorado, que ce soit le continent où tout le monde va courir venir. Et nous allons créer de la recherche en Afrique. Il y en a déjà, mais il faudra la valoriser, il faudra que ça soit utilisé et que ça soit accessible à tous les citoyens de l'Afrique. Bien, merci beaucoup, M. Diawara, d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci, je vous en prie.